C'est l'heure du sonneur. Et pour notre sonneur de Chronique Polyjustice, je reçois mes deux chroniqueurs. Bonjour à vous deux. Bonjour Clémence. Bonjour Alexandre Langlois. Je rappelle que vous êtes notamment auteur de Essayer la démocratie au bal masqué de la Macronie, édition Talma. Bonjour à vous Régis de Castelnau. Vous êtes avocat à la Cour et auteur du blog Vue du droit et de ce livre, Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Alors, on va commencer par une actualité qui est plus une actualité générale, plus que police-justice, purement police-justice, mais qui nous concerne tous et qui va vous faire bondir de rire. Je disais ça, je pense que ça va faire bondir... peut-être un petit peu plus haut Régis de Castelnau qu'Alexandre Langlois, on va voir. Je vous propose d'écouter tout de suite Gabriel Attal qui crie gloire à l'Ukraine. Je le dis ici, en tant que Premier ministre de la France, au nom du gouvernement de la France, à la tribune de l'Assemblée nationale de la France. Je le dis du plus profond de mes tripes qui se nouent autour de l'intérêt des Français. Slava Ukraini! Alors, Slava Ukraini, gloire à l'Ukraine. Gabriel Attal, c'était à la conclusion de son discours à l'Assemblée de mardi dernier, vous savez, où il y a eu ce fameux vote dont on a déjà beaucoup parlé ici, sur l'adhésion à l'accord militaire de soutien à l'Ukraine. Une aide qui n'est pas seulement une aide, donc un soutien militaire classique, puisqu'il contient aussi l'idée d'étendre l'OTAN à l'Ukraine et d'avoir donc des relations et une entraide bilatérale entre les deux pays, ce qui nous entraînerait légèrement dans un cas de co-belligérance. Voilà ce qui se passe et voilà ce qui a été voté au Parlement de façon majoritaire et qui a été salué et conclu par ce beau discours de Gabriel Attal. Alors, Régis de Castelnau, je vous donne la parole en premier sur ce sujet. On est au on est au bout du simulacre. On est au bout du théâtre. Tout ça est grotesque. C'est une gesticulation et on a le petit nain politique qui vient nous dire avec des accents vive la France quasiment et puis vive Slava Ukraina. Il oublie que c'est un slogan néo-nazi ukrainien qui a été celui des supplétifs de l'armée nazie dans la Shoah par balle, le massacre des Juifs et des Polonais à l'époque. Pas d'état d'âme, mais je pense qu'il ne le sait même pas. Il est totalement ignorant. Alors, j'ai entendu ça, en effet, mais il est vrai que si on prend mot à mot, pour le coup, moi, je parle russe, et là, c'est la même chose en ukrainien et russe, c'est aussi gloire à l'Ukraine. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce terme est... Mais bon, c'est vrai que c'est peut-être pas très malin. Oui, mais si vous voulez, on évite d'utiliser le slogan travail, famille, patrie. Chez nous, on évite. C'est vrai. Bien que le travail, c'est très bien, la famille, c'est parfait, et la patrie, j'aime. Donc voilà. Non, mais attendez, bon. C'est pas sérieux, pas sérieux. C'est de la gesticulation. On a de mâles accents comme ça, alors que Jens Stoltenberg, le patron de l'OTAN, a rappelé qui était le patron. En disant, mais attendez, vous pouvez rien faire sans l'OTAN, vous êtes dans l'OTAN. Et donc, l'OTAN, c'est pas vous qui commandez. Il l'a pas dit sous ces formes-là. Donc, faut arrêter les gesticulations. Il n'a pas dit d'arrêter les gesticulations parce qu'il est poli, mais il a dit, bon, faudrait peut-être être sérieux. Tout ça est ridicule. C'est du macronisme chimiquement pur. C'est une opération de politique intérieure. C'est une opération du narcisse de l'Élysée qui veut se présenter comme un chef de guerre. Moi, ce qui me chagrine, c'est qu'il n'y a pas de riposte dans la classe politique. C'est-à-dire qu'on répond « oui, je ne vais pas voter, je vote, je m'abstiens, etc. » Mais personne dans la classe politique pour dire « mais on arrête le cinéma, on arrête le théâtre, on s'occupe de la réalité, on écoute les militaires. » Plutôt que de dire on ne peut pas laisser la Russie gagner l'affaire est pliée. Les Américains l'ont dit. Donc la presse américaine le dit, le pouvoir américain a mis Madame Nuland dehors, etc. Donc si on redevenait sérieux, il n'y a pas une voix dans ce pays qui vient dire redevenons sérieux, occupons-nous de la situation économique. On a une situation dégradée. Premier choc avec les sanctions imbéciles. Deuxième choc et le troisième arrive avec une Allemagne qui était la locomotive économique et industrielle de l'Europe, qui est très malade. Nous, qui sommes dans un état, on va voir comment se passent les Jeux Olympiques, qui, à mon avis,
risque d'être la démonstration de notre incapacité à faire un certain nombre de choses maintenant. Et non, on s'amuse, on joue aux soldats de plomb. Je trouve tout ça ridicule. Oui. Peut-être préciser aussi une chose, c'est que là où je vous rejoins sur ce Slava Ukraini, c'est que en fait, Gabriel Attal dit gloire à l'Ukraine. On n'a jamais entendu un de ses membres du gouvernement dire gloire à la France, par exemple, hein. D'ailleurs, Non. c'est toujours l'Europe, et encore gloire, je pense que pour eux, gloire, c'est un mot trop patriote. Donc, ils ne l'utiliseraient pas. Donc, intéressant qu'ils puissent le faire pour l'Ukraine, mais pas pour notre propre pays, ce qui est regrettable. Alexandre Langlois. Il y a une fois de plus, oui, je rejoins sur tout ce qu'a dit Régis, donc ça c'est assez rapide pour résumer, mais après ça va encore, il y a d'autres choses. C'est qu'on est à l'Assemblée nationale française, on parle en français, c'est la boîte des choses, il y a plein de gens qui ne comprennent pas ce qui était dit, donc ça c'est un petit point juste linguistique. La deuxième chose, c'est que en ce moment on nous parle au gouvernement, c'est-à-dire que le discours est les Français veulent quelque chose, non, la Macronie veut quelque chose. Je veux dire, au bout d'un moment, ce gouvernement ne se représente que lui-même, donc il arrête de parler au nom de tout le monde, et si jamais, comme disait Régis, nos représentants nous représentaient vraiment, ça ferait longtemps que la fin de la récré serait sifflée. Et la dernière chose, c'est que cette Macronie nous dit régulièrement attention, il faut se battre, il faut aller défendre l'Ukraine, c'est le retour des années 1936, Munich, la montée en puissance de l'Allemagne. Non, je pense que le parallèle n'est pas bon. Moi, je vois plutôt 1914, des 20 en guerre qui veulent tout pour l'industrie, pour l'argent, qui sont prêts à se faire de l'argent sur le cadavre des autres. Et on est là. Et je rappelle qu'à l'époque, ça aboutit à la mort de Jaurès. Aujourd'hui, on est dans cette France où on est dans ce raisonnement binaire, on doit être pour ou contre la Russie, donc on est dans tous les cas pour ou contre l'Ukraine, pour ou contre Israël, pour ou contre les Palestiniens. Enfin, dans tous les conflits mondiaux, on doit être pour ou contre, mais on doit être forcément pour la guerre. Il n'y a personne qui a le droit d'être pour la paix. Dès qu'on est pour la paix, ça ne marche pas. Et c'est un vrai scandale, et c'est pour ça que je dis que cette situation se rapproche plus de 1914, où on assassinait les gens qui voulaient justement défendre la vie plutôt que la mort. Ouais. Eh bien, bien reçu. Alors, on va partir sur un autre sujet. Allez, on va partir sur le PNF peut-être, parce que ça, pareil, je pensais que ça pourrait faire plaisir à Régis. Une source judiciaire a fait savoir donc vendredi dernier que le PNF avait ouvert une enquête sur le groupe Altis. Donc, à Altis, hein, c'est le groupe BFM, et puis, c'est un très très gros groupe aussi de télécommunications. Donc, enquête qui avait déjà commencé en France et au Portugal, et qui s'étend désormais en France autour de l'ancien numéro 2 du groupe qui était associé de Patrick Drahi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des choses à dire particulièrement dessus, Régis de Castelnau? Alors, toujours ma première interrogation, qui est le commanditaire? Toujours. Hein, pas s'imaginer que le PNF bouge, et pas seulement le PNF, d'ailleurs les parquets français bougent dans les affaires politico-financières, parce que c'en est une, et une belle. Je sais pas, il y a dû avoir quelqu'un qui a dit il faut appuyer sur le bouton, il faut déclencher quelque chose. Alors ça peut être aussi, on ne peut pas faire autrement, compte tenu de ce qui se passe au plan international autour de M. Drahi. Mais il faut rappeler qui est cet oligarque. Parce que nous, on a des oligarques, on a un système médiatique qui est totalement entre les mains de l'oligarchie, je dirais même de la plutocratie, et Drahi est probablement un des pires oligarques. C'est-à-dire que toute sa fortune a été construite grâce à Emmanuel Macron. Il a un mur de la dette. Le jour où on retire le tapis sous ses pieds, tout s'effondre. Tout s'effondre. Et donc, il y a un côté, d'abord, il y a la protection du pouvoir politique, ce qui pose des problèmes de corruption tout à fait considérables. Oui. Et ensuite, il y a les pratiques de ce personnage. Les pratiques de ce personnage, si vous voulez, ce sont de fausses fortunes. C'est pas quelqu'un qui, comme Bolloré, et Dieu sait si je n'aime pas Bolloré, Bolloré est un capitaine d'industrie, un vrai. Drahi, pas du tout. C'est un spéculateur qui monte des opérations qui sont aidées par le pouvoir politique. Hein. Actuellement, on est en train de parler de la catastrophe du groupe Casino. Le groupe Casino était dirigé par M. Naouri. Qui c'était M. Naouri? Ça avait été le chef de cabinet de Bérégovoy, ministre des Finances, qui avait quitté ce cabinet, après avoir fait l'ENA, bien sûr. Hein. Et donc, il avait quitté ce cabinet, il avait monté un fonds d'investissement. Bérégovoy avait décroché son téléphone et avait appelé les banques en disant « Vous êtes priés d'abonder ce fonds ». Et à l'aide de ce fonds, il a monté des opérations. Et il a montré ses limites, c'est-à-dire qu'il a été incapable. Ah, on vous a perdu. Attendez, on vous a perdu un instant.
On a perdu votre son, Régis, mais je pense qu'on va. Ah, ça y est, Voilà. on vous entend. Oui. Ça y est, vous m'avez récupéré. Oui, non. Donc aujourd'hui, moi je me réjouis que enfin on travaille sur Drahi, que le PNF. J'ai pas beaucoup d'espoir qu'on pointe tout ce qui s'est passé, si vous voulez, mais simplement on dit voilà. On fait une enquête, comme nos collègues portugais. Où est-ce que ça ira? Tant que Macron sera au pouvoir, je pense que Drahi sera protégé. Oui, mais alors est-ce que justement, ça peut pas être un coup de PNF pour éviter justement une enquête plus lourde, comme vous nous avez déjà expliqué sur d'autres situations? Ben oui, 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 ça peut être ça aussi. Mmh. Hein, ça peut être ça aussi. C'est-à-dire que, alors, il y a l'aspect médiatique. Il y a le fait que, bon, ça va un petit peu exciter les appétits d'autres chiens de chasse. Hein. C'est possible que le Canard enchaîné, Mediapart s'y Oui, mette aussi. oui, Après, faut voir. Hein. Mais ça peut être aussi une façon d'enterrer l'affaire. oui. C'est-à-dire que, on le voit bien finalement dans l'affaire Alstom. Il y avait eu le refus obstiné du parquet d'ouvrir une enquête préliminaire, pas une instruction, une enquête préliminaire. Ils ont fini par le faire et depuis, il ne se passe pas grand-chose. Il ne se passe même rien du tout, comme c'était le cas auparavant. Vous avez tout à fait raison, j'aurais dû en parler tout de suite. C'est possiblement une tentative pour contrôler, pour maîtriser, comme Mmh. cela s'est produit, par exemple, dans la fameuse affaire Arif, lorsque les organisateurs de la campagne électorale de François Hollande en 2012 avaient été pris les mains dans le pot de confiture et que le PNF s'est précipité sur cette affaire, l'a retirée des mains du parquet de Toulouse qu'il avait pour ensuite l'enfermer dans les placards d'où elle n'est jamais sortie. Oui. Alexandre Langlois sur ce sujet? Je crois que Régis a tout dit, parce qu'après, c'est lui le spécialiste et c'est Oui. vraiment sa matière, mais qu'effectivement, c'est toujours un organe politique plus qu'autre chose. Après, maintenant, savoir qui tire les ficelles, et ça, on n'a pas encore la réponse. Voilà. Oui. Alors, je vous garde sur Alexandre Langlois, sur un sujet qui est plus le vôtre. C'est cette étude de la Défenseure des droits qui a été publiée le 27 février dernier et qui pointe les lacunes dans la formation des policiers et des gendarmes. Formation donc à la déontologie, à la désescalade de la violence, notamment. Elle estime que les contrôles d'identité, par exemple, sont inefficaces quant à assurer la sécurité des citoyens. Elle réclame donc une formation plus importante des policiers et la mise en place d'un dispositif d'évaluation de la pratique des contrôles d'identité, notamment. Donc, beaucoup de questions, notamment sur cette question du contrôle d'identité. Il y a beaucoup de choses effectivement, il y a le problème de formation qui est pointé. C'est un sondage qui a été fait, enfin une étude qui a été faite à partir de témoignages de policiers, enfin de quelques policiers et gendarmes qui ont répondu à un questionnaire. Et du coup, ça remonte qu'effectivement, le contrôle d'identité ne sert à rien, que les formations sont pas efficaces, en tous les cas derrière. Mais derrière, il y a d'autres choses aussi qui ne sont pas forcément mis en avant par la défenseuse des droits, mais qui me semblent assez importantes aussi dans cette étude. C'est quelle est la mission des policiers? Quelle est leur principale mission? Mm. Leur principale mission, selon eux, c'est d'arrêter les délinquants et de faire respecter la loi. Et ça, Ça c'est la semble assez majorité des cohérent. gens. Oui. Ça semble cohérent, mais derrière, en fait, moi, je sais que je m'étais engagé pas pour ça. Je m'étais engagé pour porter secours aux personnes et aider mon prochain. Et du coup, ça n'arrive que largement en deuxième position et c'est loin derrière. Et enfin, la dernière chose qui est intéressant, c'est que combien de policiers et gendarmes se sont investis de protéger les institutions de la République? Moins de 5% pour chaque corps, un peu plus chez les gendarmes que chez les policiers, mais pas beaucoup. Non, d'ailleurs, plus chez les policiers que chez les gendarmes, excusez-moi. Mais du coup, ce qui veut dire derrière, c'est que le travail de déontologie, du nouveau code de déontologie de la police nationale a porté ses fruits. Je rappelle que donc ce nouveau code qui avait été voté en 2014 avait été mis en place par décret de Monsieur Valls avec l'accord de tous les syndicats, sauf Alliance, disait que les policiers et gendarmes étaient défenseurs des institutions et le mot République avait été gommé. Donc du coup, ça, le message est bien passé. Ce n'est plus dans les gènes. L'autre chose aussi derrière, ce qu'on a pu voir, Ça a été remplacé par quoi alors, le mot République? les institutions, ça a été institution, et après, on change phrase suivante, et les intérêts nationaux. Donc, les intérêts nationaux, qui les définit, qui en fait quoi? Le gouvernement les définit. Et quand on est contre les intérêts nationaux, évidemment, on est contre l'État, donc on a le droit de se faire tirer dessus, de faire tout ce qu'on a pu le peuple français a pu subir. Manuel Valls l'a légalisé. Donc, une fois de plus, on voit la différence entre ce qui est légitime et ce qui est légal. Et donc là, malheureusement, ça a bien été intégré par les policiers et les gendarmes. Je dis malheureusement parce que j'aurais préféré qu'ils se souviennent qu'ils étaient au service du peuple et des gens. C'est pour ça que quand ils disent qu'ils font respecter
respecter la loi et qu'ils arrêtent les délinquants. Quand la loi est mal faite et qu'elle n'est plus légitime, ça pose des questions. Alors que le fait de défendre les gens et de défendre la protection des gens, leur sécurité, puisqu'ils puissent vivre juste tranquillement, ça n'arrive qu'en deuxième, mais largement en deuxième position. C'est-à-dire qu'on est à 70% au respect de la loi, 25% protéger les personnes. Et en fait, c'est cette chose qui me pose problème, c'est que les pires régimes ont des lois. Voilà. Et là, c'est ce qu'on a pu voir, c'est qu'on a réussi à gommer le mot République. Donc, ce qui m'inquiète sur la suite des choses et ce qu'on peut voir, par contre, ce qui explique malheureusement ce qu'on peut voir par ailleurs. Et l'autre chose aussi également, c'est le dernier petit point, et après, Non, mais je allez-y, arrête de allez-y. monopoliser la parole. Non, mais au contraire. Au contraire, du coup, dans cette étude, il y a également un point sur l'usage de la violence par les forces de police et de gendarmerie. Ouais. Et 70% estiment que pour faire bien leur travail, pour qu'ils soient efficaces, il faut qu'ils sortent du cadre légal. Donc, ce qui pose quand même des questions. Il y a deux questions que ça pose. C'est que les premiers qui se disent leur priorité, c'est de faire respecter la loi, quand c'est de la faire respecter eux-mêmes, ils ne le font pas. Ils disent on doit faire autre chose pour pouvoir faire notre travail. Donc, du coup, il y a une incohérence. L'autre chose derrière, c'est que la première peut-être chose parce qu'on que aurait dû faire… leurs propres règles ne sont pas bien définies. C'était le deuxième point sur lequel pardon. je voulais venir, c'est que justement, c'est qu'il pose une question très importante, c'est que si le travail ne peut pas être fait efficacement, là, nous avons des gens qui doivent faire les lois pour le permettre, qui doivent se pencher sur la question. Je n'ai entendu aucun parti politique, pas plus que ceux qui sont au pouvoir dans les oppositions, se saisir du sujet en disant « Ah, il y a un problème, même le défenseur, la défenseuse des droits le pointe, les lois ne sont pas adaptées pour faire un travail efficace. » Donc, du coup, ça, personne s'en est saisi. Ça me pose question également. Donc, en fait, on est sur quelque chose qui est un peu explosif comme situation. Les gardiens de la paix sont aujourd'hui dans une situation compliquée où, pour faire leur travail, ils se sentent investis d'une mission pour faire respecter la loi, mais en dehors du cadre des lois. Et donc, ça pose une question. Et derrière, ce qui ressort aussi, qui n'a pas été beaucoup mis en avant, c'est un mal-être des forces de police et de gendarmerie, avec seulement 25% qui sont satisfaits de leur emploi. Ouais. Tous les autres sont peu satisfaits ou pas satisfaits du tout, ce qui pose quand même un problème du sens des missions qui est souvent mis en avant et ce qui explique également la dégradation qu'il peut y avoir. Et donc, du coup, c'est tout un ensemble, une cocotte. Et les suicides, oui, voilà, pour finir, effectivement, quand on n'est pas heureux dans son travail et qu'il y a vraiment une perte de sens, c'est malheureusement le drame qui arrive. Et donc, en fait, on a focalisé sur un petit point, effectivement, qui est important, le contrôle d'identité. Je sais que, par exemple, moi, j'avais fait une proposition à l'époque, j'avais discuté avec des associations qui proposaient un récépissé. Et quand on leur a donné une solution pour faire les choses, la première chose qu'ils ont dit, ah ben non, parce que du coup, on n'aura plus notre gagne-pain derrière pour dire qu'on n'est pas content et qu'on veut des récépissés. Ouais. Donc, la solution était assez simple pour le contrôle d'identité. D'autres pays l'ont fait et ça fonctionne assez bien. On donne un récépissé dit de contrôle quand il y a un contrôle d'identité. Très bien, les gens sont satisfaits. Et c'est la police nationale et la gendarmerie sont les seuls services publics à ne pas justifier leur action auprès des citoyens. C'est-à-dire que d'ailleurs, si on est en retard à un rendez-vous de travail, on rate son train, etc., on n'a pas de justificatif. Donc ça, ce n'est pas un contrôle mettant en cause la partialité des contrôles de police, mais c'est un outil administratif qui peut servir à n'importe qui. Mais en échange, par contre, s'il y a un devoir supplémentaire pour les forces de l'ordre, il faut qu'il y ait un devoir supplémentaire de façon équilibrée pour que ce soit accepté par tous, par exemple d'une présentation obligatoire d'une pièce d'identité, ce qui n'est pas le cas en France aujourd'hui. Et ce qui fait que dans 80% des cas, les contrôles d'identité dérapent parce que les gens ne présentent pas de pièce d'identité, ce qui permettait de faire un parallèle pour qu'à la fois c'est un bénéfice pour tous les citoyens sans stigmatisation de la police et une simplification des procédures derrière. Bon, ça, évidemment, ce n'est pas remis sur le tapis. On dit qu'il faut mieux former les gens, très bien, mais au bout d'un moment, on aura beau les former 10 000 fois. Si derrière, on n'a pas été au fond du problème, on ne résolvera pas le problème. Donc, résultat des courses, cette étude, je trouve intéressante. Personne n'en a fait écho sur les sujets qui me semblent primordiaux et on a justement fait une diversion sur quelque chose d'à côté qui est finalement anecdotique par rapport à tout ce que cette enquête révèle. Voilà. Alors, je voulais réagir et je ferai aussi évidemment réagir Régis sur ce sujet. Vous avez parlé des intérêts nationaux et le fait que ce soit un petit peu large, flou, que ça puisse être plus l'intérêt du gouvernement plus qu'autre chose. Alors, à ce sujet, le général André Coustou a révélé sur Sud Radio, au micro d'André Berkoff, a fait une première révélation, puis une deuxième. Je vous propose d'écouter la première révélation qu'il a faite chez André Berkoff concernant les Gilets jaunes. Regardez ça. En 2018, au moment de la crise des Gilets jaunes, le chef des armées, qui est le président, avait donné des ordres ou directives pour que l'armée soit interposée entre, d'une part, les Gilets jaunes et d'autre part, le Palais Bourbon et l'Élysée. Avec, c'est ça qui est important, éventuellement la possibilité de tirer sur les manifestants. Eh bien là, il a été fait savoir au président, sous une forme que j'imagine un peu diplomatique quand même, oui, que l'armée ne tirait pas. Ce qui veut dire qu'il y a des lignes rouges. Voilà, donc ça c'est la première révélation faite par le général Coustou. Donc l'armée a été interposée entre les Gilets jaunes et l'Élysée avec ordre de tirer sur les manifestants.
Dixit, le général Cousteau, je ne fais que reporter des paroles. Et la deuxième révélation qu'il fait dans la foulée dans le média Nexus, écoutez. Parce que je me suis exprimé sur une radio nationale, en l'occurrence Sud Radio, avec M. Berkoff. Et chez nous aussi. Oui. Ça a chagriné visiblement beaucoup l'hôte de l'Élysée. Et il m'a été dit que j'avais deux options. Soit je me taisais jusqu'aux élections européennes. On me demande pourquoi d'ailleurs, pourquoi pas après. Pour moi, c'est de la politique aérienne de bas niveau. Et à ce moment-là, tout se passerait bien pour moi. Ou bien je continue à parler et je pouvais avoir une crise cardiaque. Voilà, alors ce ne sont que des propos, mais ce qui est quand même intéressant, cette idée d'interposition de l'armée entre les gilets jaunes et l'Élysée, puis ensuite le fait, cet ordre qui aurait été donné de pouvoir tirer sur les manifestants s'ils approchaient trop de l'Élysée, j'imagine. Et puis la deuxième révélation qui fait un peu froid dans le dos. Alors peut-être d'ailleurs je vais recommencer avec vous, Alexandre Langlois, parce que c'est aussi votre domaine de compétence, si vous voulez bien, Régis, et puis après évidemment on vous donne la parole. Sur le premier point, ça ne fait que confirmer ce qui avait déjà été évoqué lors de l'acte 19 des Gilets jaunes, où Emmanuel Macron avait dit on va déployer des militaires pour la force Sentinelle, notamment pour protéger des bâtiments publics dans le cadre des manifestations Gilets jaunes, pour que les forces de police et de gendarmerie se concentrent sur le maintien de l'ordre. Et le gouverneur de Paris à l'époque avait dit si les militaires sont en danger, ils ouvriront le feu. Les militaires n'ayant pas les mêmes procédures d'approche que les personnels de la gendarmerie et de la police nationale. Donc, ce qui veut dire que ça ne fait que confirmer des choses qui se sont révélées dans la presse mainstream quelques actes plus tard. Donc, jusque-là, on est dans la cohérence avec le pouvoir macronien qui fait les choses en même temps, qui camoufle les choses et qui dit dans la presse on ne fera pas et qu'on voyait le gouverneur de Paris qui dira si on tirera s'il y a nécessité de tirer. Heureusement, les militaires français, certains avaient été interviewés, notamment par France Info, d'autres avaient dit nous ne tirerons pas, nous ne sommes pas là pour tirer sur le peuple français, ce n'est pas dans nos missions. Donc, c'est une bonne chose. Mais après, du coup, il n'y a pas eu non plus d'autre chose, c'est que ça les a mis en difficulté parce que c'est des forces qui ne sont pas faites pour faire du maintien de l'ordre et déployer sur le territoire français. Et c'est ce qu'on avait pu voir à l'époque, notamment, c'est qu'une voiture Sentinelle avait été prise à partie par des criminels qui l'avaient fait brûler et les militaires n'avaient pas riposté, étant démunis devant cette situation car ils n'étaient pas en zone de guerre, mais ils étaient en danger. Donc, situation très compliquée. Oui. Donc, ce qui est dit là, finalement, ça se confirmerait, enfin, je veux dire, c'est tout à fait plausible en tous les cas qu'Emmanuel Macron ait fait ça par rapport à ce truc-là. La deuxième chose, sur le fait que Emmanuel Macron puisse faire du chantage, etc., enfin que le pouvoir macronien de façon générale fasse du chantage, oui, ils font du chantage de façon générale pour faire taire les gens, ils disent vous parlez pas, vous faites les choses. Après, jusqu'à la crise cardiaque, là, c'est ses propos. Après, une analyse, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, en France, on est capable de détruire les gens sans arriver à les tuer. On peut vider leur compte, moi j'en ai subi toute une partie, on peut détruire les gens, leur réputation socialement, on peut envoyer des médias mainstream. On a fait une émission nous, sur le débunking aussi, le fait de l'impossibilité d'ouvrir des comptes, on peut avoir des problèmes avec son domicile qui est régulièrement fouillé ou je ne sais quoi. Enfin, voilà, donc. Surveillé aussi. Je sais qu'il y a des personnes qui avaient dérangé, qui avaient été sous surveillance RG, sans avoir menacé l'État de la nation, mais menacé certains secrets d'État. Il y a les fact-checkers qui sont envoyés pour dire attention, lui, cette personne est dangereuse, c'est dangereuse. Et aujourd'hui, en fait, on est en train de préparer plutôt, je veux dire, on est sur un contrôle social à la chinoise qui est fantasmé et que nos gouvernements aimeraient tellement avoir, mais qui est déjà en train de se mettre en place de façon insidieuse. Donc aujourd'hui, je pense que pour se débarrasser des gens, notre pouvoir politique n'a plus besoin de les tuer, il peut les supprimer, je veux dire, socialement, financièrement et les faire disparaître grâce à tous ces médias qui tiennent et tout ce qui peut tenir comme institution. Il reste encore la petite porte de parole comme par exemple chez Toxin ou d'autres médias qui essayent de pour le moment un rôle de média, voilà, mais ce qu'on a pu voir au cours de ces derniers temps, qu'ils essaient quand même de censurer et de contrôler avec différentes agences, différentes choses. Mais du coup, ce sera, je pense, plus simple pour eux de fermer ça que d'assassiner les gens. Régis. Alors, je voudrais faire deux observations. Bien sûr, allez-y. La première à propos de l'intervention de l'armée dans la crise des Gilets jaunes. Oui, je me rappelle très bien que Emmanuel Macron avait été très loin. Et je sais que l'armée a dit, enfin, au niveau de ses dirigeants, a dit non, attendez, il faut être sérieux. Mais je rappelle aussi que l'entourage d'Emmanuel Macron était partisan et appelait à ce que l'armée tire. Rappelez-vous, M. Luc Ferry,
le spécialiste des pays baltes, qui disait il faut que la troupe tire. Rappelez-vous Brice Couturier, qui était un des hagiographes de Macron, qui avait fait un président philosophe, qui était sur absolument toutes les chaînes, ou Madame Noël Lenoir, ancienne ministre et membre du Conseil constitutionnel, qui appelait tous les jours à ce que l'armée ouvre le feu. Ma deuxième observation, c'est à propos de la notion d'intérêt national. C'est un très bel exemple de ce qu'est l'outil arbitraire. C'est-à-dire que la loi doit être précise, Oui. elle doit être claire et elle ne doit pas offrir des marges d'interprétation trop larges. C'est ce qu'on appelle le principe de spécialité. Et ce principe de spécialité, il est violé en permanence dans les textes répressifs, dans tout cette espèce de néofascisme qui est en train de se mettre en place. On a des textes qui sont pas assez précis, ce qui permet, et intérêt national, d'y ranger tout ce qu'on veut. Depuis les manifestations contre la destruction du Code du travail, ensuite il y a eu les gilets jaunes, après il y a eu les retraites. À chaque fois, il y a eu des textes qui ont été adoptés, des textes liberticides, qui présentaient cette caractéristique, votés naturellement par à peu près l'ensemble du Parlement. Je pense en particulier aux gens de LR, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, dès lors qu'il s'agit, alors qu'avant, cette droite était plutôt attentive aux libertés publiques. Alors maintenant, c'est open bar, on y va tranquille. Et donc, cette notion d'intérêt national, et je termine là-dessus, elle est extrêmement dangereuse. Qu'est-ce qu'on met dedans ? Eh oui, bien sûr. Et jusqu'où ça va dans un principe de proportionnalité, dans la question du tir contre les Français eux-mêmes. Alors, justement, je voulais quand même vous entendre. Vous dites, vous arrêtez là, mais non, je vous garde, Régis, parce que je voulais vous entendre sur Non, mais sur ce point-là. le deuxième Allez-y. extrait du général André Coustou, qui dit qu'il a pu recevoir ces menaces indirectes de mort, proposition d'avoir une crise cardiaque tout de même. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est encore qui est faisable en France, ça? Enfin bon, après, ça peut être dit sur le ton de l'humour aussi, mais bon, il y a quand même un message qui Non, passe. je pense pas, parce qu'il y a quand même, on est dans une société, certes, qu'on veut réglementer, une société où les libertés publiques sont attaquées, mais là, on change, ça change de nature. Qu'il y ait des menaces de cette nature, mais je pense que Alexandre a tout à fait répondu à ça. Il peut y avoir des excès de langage, mais des conseils amicaux. Mais le problème, c'est que il est assez facile à ce pouvoir de provoquer une mort sociale. Mmh. C'est la mort sociale, c'est que on vient vous chercher, on vous fait des contrôles fiscaux, on bloque vos comptes bancaires, vous vous retrouvez, si vous êtes salarié, dans des situations difficiles vis-à-vis de votre employeur, on lance des campagnes médiatiques où vos enfants se font insulter dans la cour d'école. Enfin, c'est très facile de casser les gens. Je pense que et sans qu'il soit besoin de passer par la mort physique, ça je n'y crois pas trop. Alors bon, peut-être un militaire qui est en retraite et qui se dit bon, moi j'ai plus rien à perdre, j'ai risqué ma vie dans le choix de servir l'armée dans ma vie, mais maintenant je m'en fiche un peu. Mais ça peut aller. Je parle bien de la menace, jusqu'à Oui, la oui, oui. menace, et une Bien menace sûr. explicite. Oui. Le passage à l'acte, je n'y crois pas trop. Oui, oui. Non, mais on en était encore à la menace. Est-ce que ce qu'il dit est plausible et envisageable? Après, oui, c'est ça. C'est une menace, peut-être, qui a été dite sur le ton de l'humour. Et puis, voilà. Mais bon, oui. Après, sur ce point, ce qu'il peut faire, par contre, maintenant qu'il l'a dévoilé publiquement, c'est déposer plainte. Parce qu'une menace de mort, une menace, ça a besoin d'être répétée, sauf en cas de menace de mort. Donc, du coup, après, là, peut-être que les parquets auraient les moyens de faire des écoutes, de remonter sur qui lui a dit, ce qui serait intéressant de le savoir. Parce Oh là qu'effectivement, là. comme dit Régis, voilà, non, mais on est d'accord que le parquet, c'est ce on l'a bouclé, on revient au point de départ, ils sont sous contrôle du gouvernement. Mais du coup, si jamais il voulait aller un peu plus loin et faire un peu mousser, il pourrait déposer une plainte qui aurait normalement la caractéristique légale de le faire. Je retourne vers Régis pour confirmation, mais Oui, ah ben bien sûr, sur le plan juridique et judiciaire, on pourrait tout à fait saisir le parquet d'abord, et puis après, s'il n'y a pas de suite, demander la nomination d'un juge d'instruction. Mais on sait très bien que, si vous voulez, c'est exténuant de se lancer dans ces procédures. Faut avoir du temps, faut avoir des moyens, faut avoir un avocat, etc. Je pense que le général Cousteau a autre chose à faire, franchement.
Oui, en tout cas, bon, on lui souhaite longue vie. Alors, juste un petit sujet, mais en fait, qui nous concerne vraiment tous. Donc, je trouvais ça intéressant et qui, au fond, ça a l'air anecdotique comme ça, surtout avec les titres qui ont été donnés par Le Parisien et puis d'autres. Je crois qu'il y a Libération aussi qui avait titré dessus. Mais en fait, ça révèle aussi un phénomène de fond. Deux choses. Donc, deux articles, notamment dans Le Parisien, qui ont été publiés jeudi dernier et qui révèlent que d'un côté pour la RATP et de l'autre pour la SNCF, les agents touchent des commissions sur les amendes qui sont infligées aux usagers. Alors pour la RATP, donc ce serait dans le métro, le RER, ceux qui verbalisent perçoivent chaque mois 10% de la recette globale des amendes dressées par leurs équipes. Même procédé pour la SNCF, le pourcentage des commissions est fixé en barème en fonction de la fraude. Et en effet, 10% également si un contrôle sanctionne un usager qui fumerait une cigarette sur les quais, 4% si un usager se signale lui-même à bord d'un train sans ticket. Voilà. Donc, je crois que c'est dans Libération, j'ai lu ce titre, les cow-boys de la SNCF, voilà, parce qu'en fait, il y en a qui vont carrément très loin, qui peuvent être même agressifs et qui mettent des sanctions qui n'ont pas de sens, évidemment. Et là, on revient, et je pense à vous notamment, Alexandre Langlois, on revient à la perte de sens dans la politique du chiffre. Et là, on perd le sens dans ces fonctions qui devraient être des fonctions de service public, de contrôle, de maintien de la sécurité. Donc, on rejoint un peu votre sujet de tout à l'heure, mais qui est dévoyé ici au transport. Qui est dévoyé, comme à chaque fois, j'allais dire, sur une gestion privatisée de services publics, ce qui ne peut pas fonctionner. L'objectif d'un service public, c'est de garantir quelque chose de bien et de réagir s'il se passe quelque chose. On ne vend pas des voitures, on peut chiffrer le nombre de voitures qu'on vend dans une possession, etc. Là, on est en réaction à quelque chose, au service des gens s'ils ont besoin de nous. S'ils n'ont pas besoin de nous, un service public n'a rien à faire. Il est là au cas où. Il n'est pas là pour être proactif. Et en fait, cette inversion des choses depuis Nicolas Sarkozy, et depuis, ça n'a fait qu'empirer sous Hollande et encore pire sous Emmanuel Macron, c'est de dire, non, maintenant, vous devez être actif pour que vous soyez rentable. Et pour ça, on va vous motiver. Dans la police, ça avait été fait en disant, voilà, vous devez trouver tant d'infractions. Par exemple, la chose qui avait été sortie à l'époque, c'était à Pau, il devait trouver tant d'outrages à agent par équipe par an. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas d'outrage à agent? Bon, là, les primes étaient réservées. Oui. Voilà, c'était la réponse. Le commissaire qui avait mis cette note par écran lui dit non, ça c'est de l'oral, on ne doit pas le mettre par écrit, il faut arrêter. Du coup, le message est bien passé, puis personne ne l'a fait. On devait trouver dans certains, en Seine-et-Marne, il devait trouver 2,8 morts par équipe. Qu'est-ce qu'on fait? On se partage le dernier, trouver avec des choses. On arrivait avec des statistiques où ça devenait ignoble en fait. Mais les gens qui étaient derrière, ils avaient juste des tableaux. Ils disaient, dans le tableau, ça rentre. Et je rappelle que les statistiques peuvent aller très, très loin quand on n'est géré que par statistiques. C'était Robert Merle qui a écrit un livre qui s'appelle La mort est mon métier, en disant comment le responsable du camp d'Auschwitz avait pu massacrer des gens, en disant, mais moi, c'est juste des bâtons et des statistiques. Et je voulais juste être efficace. Parce qu'il avait déshumanisé les gens. Donc, quand on déshumanise les gens, ça change tout. Et un service public, justement, c'est le service de l'humain et pas justement de quelque chose de fantasmé et de pas réel. Donc, pour revenir ensuite, dans la police, les primes allaient uniquement au commissaire. Donc, voilà. Par contre, les gens en dessous étaient sanctionnés s'ils ne faisaient pas le travail. Là, ils ont inversé, comme ils ont fait aussi également pour les contraventions. Ce qui se passe dans les sociétés qui font des contraventions à Paris ou des choses comme ça, qui sont des sous-traitants, ou également les voitures qui sont avec des petits radars. Les agents qui mettent les contraventions ont une prime sur le nombre de contraventions qu'ils ont mis. Voilà. Donc, pareil, on délègue des services publics à des sociétés privées pour faire de l'argent sur de l'argent. Et donc là, on arrive à la même chose. RATP, SNCF. Donc, les agents auront la chance d'avoir des primes. Ceux qui seront très zélés auront des grosses primes parce que justement, ils vont inventer des fautes pour certains. Ils ne feront plus leur travail en conscience, mais juste pour l'appât du gain, ce qui pose beaucoup de difficultés. Et du coup, on arrive toujours à ce système où on va chercher des fautes, on va en imaginer et quelque chose de répressif où les gens ne vont plus rien comprendre. En fait, il faut dire, moi, j'ai fait des choses correctement. Oui. Et on peut le dire qu'en plus, au niveau de la SNCF, pour prendre régulièrement le train, ou même au niveau de la RATP, pour commander ses billets, c'est très compliqué. Oui. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas sur les sites. Moi, je vous donne un exemple de la petite commune où j'habite, Malansac. On a un arrêt de gare. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai eu un problème de carte bleue, je ne pouvais plus acheter de tickets par Internet. Dedans, il n'y a pas de personnel, parce qu'il n'y a pas, et il n'y a pas de machine où on peut acheter avec des billets. C'est-à-dire que la seule solution, ils nous disent, réponse du contrôleur, vous demandez à des amis de vous prêter une carte bleue. Et, j'ai pas que ça à faire, en fait. Oui, Au bout d'un moment, c'est à vous de vous adapter à mes besoins. Oui. Je me présente spontanément à vous, donc la personne était tout à fait sensée, et ça s'est très bien passé, qui m'a expliqué la situation. Donc, voilà, mais si j'étais tombé sur quelqu'un qui était un zélé et qui voulait me mettre une contravention, il pouvait le faire. Moi, il m'est Voilà, arrivé ou la même- même chose. Vous savez,
arrêt de gare, petite gare de campagne. Non, leur machine ne fonctionne pas, personne au guichet, parce qu'il n'y a plus jamais personne au guichet. Et la machine ne fonctionne pas, je ne peux pas payer le billet. Je préviens le contrôleur avant de monter, je dis je ne peux pas parce que votre machine est cassée. Il me dit, bah, c'est pas grave, montez, on verra ça là-haut, dans le train. Voilà. Je monte, mais en fait après je me fais sanctionner parce que je suis montée sans billet. Alors que je leur dis, mais non, mais je comprends pas, vous m'aviez dit de monter. Et puis c'est de leur faute si le système ne marche pas. Je veux Ouais. dire, au bout d'un moment, on est de bonne foi. Voilà. Bon, donc en fait, ce système va être fait et derrière, donc du coup, comme la SNCF et la RATP font tout pour que rien ne marche en amont, ben, on va se retrouver avec des gens sanctionnés parce que ça, a priori, ça doit être plus rentable de sanctionner les gens. Avec encore une fois de plus, les gens qui seront vraiment responsables de fraude ou tout ça, des fois, C'est sont ça. souvent insolvables, etc. Donc, il n'y Ouais. aura rien. Donc, au final, ça va tomber sur le citoyen lambda qui est Le bon bankable, citoyen. Ouais. le bon citoyen qui veut rester intégré dans la société, qui aura essayé de faire les choses correctement, qui n'aura pas compris qu'il sera pris une soufflante, pendant que ceux qui fraudent réellement seront tranquilles Mm. et les autres ne seront pas inquiétés. Donc, voilà. Donc, en fait, on est sur un système répressif qui est mis en place dès la direction de la SNCF et de la RATP et on arrive juste au dernier filament. Dernier cran. Ouais. Régis de Castelnau. Alors, Alexandre pointe la clé, c'est la catastrophe néolibérale, c'est-à-dire la destruction des services publics. Tout ce qui relève des services publics, je pense au transport, mais tout un tas d'autres, on y injecte des critères de rentabilité, des critères de profit qui ne s'adaptent pas. Vous avez une machine en panne, vous montez dans le train sans billet, le service public vous doit d'abord des excuses qu'elle ne fonctionne pas, et ensuite ne va pas prendre une décision de répression. Cette incitation avec des primes, elle est scandaleuse. Alors, des histoires comme ça, il y en a plein les Eh oui, réseaux. eh Ah, oui, je suis ouais. monté, voilà ce qui s'est passé, etc. Mais où vous avez l'absurdité, c'est arrivé à chacun d'entre nous de tomber sur des gens obtus, des gens très sympas, oui. Mais moi j'ai eu un incident, j'ai dit, mais écoutez, la prochaine grève, je me battrai contre vous. Je vous soutiendrai pas dans vos revendications. Regardez comment vous contribuez à la destruction du service public. Ouais, ouais. C'est la clé, elle est bien celle-là. On ne peut pas avoir des services publics qui obéissent à des règles de rentabilité, des règles de gestion des entreprises privées, et par conséquent, on ne peut pas mettre en place ces systèmes de primes. Ouais. Enfin, c'est Sauf qu'on quelque est, chose on de est en plein monstrueux. dedans et Et on je sait- rappelle deux petites choses. La première, c'est que il y a tout un système qui fait que si vous ne voulez pas, si vous demandez un arbitrage judiciaire ou un arbitrage administratif, ah oui, vous allez payer 2 fois plus cher, donc payez tout de suite. Hein. Et puis vous vous dites, j'ai pas de temps à perdre, donc vous êtes complètement Mais bien contraint. sûr. C'est le règne c'est le règne de l'arbitraire. Ça, c'est clair. Il devrait y avoir un système. Alors, il y a eu un incident là ces jours-ci. C'était quelqu'un qui avait changé de place pour rendre Tout à fait. service, etc. Ils ont échangé leur place sur les donc, réseaux. il s'est ouais. fait massacrer, 300 Absolument, balles, etc. Mais comme Les deux étaient d'accord pour changer de place, sauf qu'il y en a un qui était en seconde classe, l'autre en première, mais ils étaient d'accord tous les deux. Donc, arrangement entre usagers. Et donc, s'est fait, il a été voir, je crois que c'est RTL ou RMC, je sais plus, une des radios qui s'est lancée dans une campagne. Qu'est-ce que ça signifie et tout. Et là, naturellement, la direction commerciale s'est précipitée. Non, attendez, on va voir, on va Oui. trouver. Si vous arrivez à vous faire entendre, ils peuvent caler. Non, il faudrait qu'il y ait un système d'arbitrage. Il faudrait qu'on puisse saisir une autorité quelconque et faire arbitrer ce genre de choses. Mais non, mais Bon. surtout, Régis, pardon, il faudrait pas un système d'arbitrage. Il faudrait qu'on arrête ces politiques du chiffre complètement qui font perdre le Ah sens. oui, déjà, qu'on supprime ça, bien sûr. Et après, un système d'arbitrage, il y a un médiateur de la SNCF, mais si on veut le saisir, moi je l'ai saisi pour certains problèmes, j'ai jamais eu de réponse. Donc en fait, il y a aussi le paraître de la chose. Et enfin, juste pour finir sur le service public, moi je repense à ça, c'est que dans les policiers, il y a une trentaine d'années, quand ils revenaient au commissariat et qui marquaient rien à signaler, quartier calme, ils étaient félicités. Et le but de leur travail, c'était d'assurer la tranquillité publique. Oui. Et s'il n'y avait rien à signaler, c'est qu'il était bien fait. Oui. Maintenant, un policier ou un gendarme qui rentre au poste et qui marque rien à signaler, on lui dit tu es mauvais. Tu lui as juste à ouvrir les yeux pour trouver des infractions. Donc en fait, il y a ce changement de paradigme qui change complètement le sens des missions et qui fait qu'on arrive sur ce système entièrement répressif et complètement, anxiogène. Oui, tout à fait. Et je précise, je rajoute à ce que vous disiez, Alexandre Langlois, vous l'avez déjà raconté plusieurs fois à notre antenne, que ça cassait tout à fait les enquêtes qui sont au long terme mais qui ne produisent pas du chiffre immédiat.
Exactement. Et donc celles qui permettent vraiment d'arrêter les vrais délinquants ou les vrais criminels. C'est ce qui est quand même un peu dommage. Ouais. Bon, en tout cas, Voilà, donc, Régis, vous vouliez rajouter un mot? J'ai cru vous entendre. Non. Non, Alexandre a parfaitement raison. C'est la start-up nation, ça se Ouais. dégrade. C'est-à-dire que Emmanuel Macron n'a pas été choisi pour ses capacités d'homme d'État, mais c'est parce qu'on a pensé qu'il était un bon manager. Et Oui. je pense on est au cœur d'un de nos problèmes. Oui, ça c'est certain. La Startup Nation est en fin de vie et on aimerait bien qu'elle s'enterre elle-même d'ailleurs. C'est à suivre en tout cas. Merci beaucoup à vous deux, Alexandre Langlois, Régis de Castelnau, auteur de Une justice politique, édition L'Artilleur. Alexandre Langlois, Essayer la démocratie au bal masqué de la Macronie aux éditions Talma. Nous sommes en record d'audience absolue. Alors, je ne sais pas combien on est là. On a tout battu. On est à plus de 7000 en direct non cumulés. Donc, ça veut dire qu'on dépasse les 25 000 largement sur cette matinale. Donc, merci 7300 ici en direct au Tenté. Sur le live de YouTube, sachant que vous nous écoutez également sur d'autres réseaux. Donc, merci infiniment à nos deux chroniqueurs chouchous. Merci à vous tous d'être là. Surtout, vous mettez des pouces, là, vous mettez des cœurs. Vous envoyez à tous vos copains, vous dites de nous rejoindre. Et comme ça, on sera très nombreux pour faire la fête dans quelques